Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouverez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je reçois Camille Matisse, le fondateur et dirigeant de Conquistador, une école des métiers startup fièrement basée au Pays Basque. Camille est une sacrée personnalité qui a une vision bien affirmée de l'entrepreneuriat. On parle par exemple ensemble de comment monter des entreprises en partant de rien ou encore de sa volonté de créer un écosystème startup fort au Pays Basque. Vous allez le voir, Camille ne mâche pas non plus ses mots. Entre deux rires, il nous partage ses convictions. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Salut Camille. Salut. Content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de start-up, forcément avec toi, qui a monté une école des métiers start-up, Conquistador. Donc, on va forcément en parler. On va parler de growth hacking, qui est une tendance assez forte dans le monde des start-up ces derniers temps. Et puis de pas mal de choses autour de cet écosystème start-up qui nous passionne autant l'un que l'autre. Donc ravi de t'accueillir ma première question, elle est classique, c'est celle que je pose à tout le monde, c'est peux-tu te présenter? Alors bonjour à tous, moi c'est Camille Matisse, je suis le CEO et fondateur de Conquistador.io. C'est l'école des métiers startup du Pays Basque, tout simplement parce qu'on est situé au Pays Basque. Et donc j'ai un parcours un peu atypique. J'étais avant tailleur de pierre, après j'ai fait du droit et sciences politiques pour finalement déboucher dans l'entrepreneuriat en passant par un peu de cinéma et aujourd'hui aujourd'hui on est bien. Ouais, c'est vrai que t'as parcours atypique, c'est clairement un truc qui te définit bien et j'ai l'impression que toi, t'en as fait une vraie force en fait. Il y a des personnes qui voient ça comme parfois une contrainte ou quelque chose de limitant. Toi, t'as toujours joué là-dessus en fait. Ouais, mais en fait tout commence parce que j'ai toujours été guidé par le rêve, donc à partir de là, j'étais un peu prédestiné, je pense, à avoir un parcours atypique parce que droit et sciences politiques, de passer à tailleur de pierre à droit et sciences politiques, c'était pas évident déjà, mais c'était pour découvrir la société, découvrir le monde, savoir mieux comment elle fonctionne. Et le bâtiment c'était dur, donc il fallait changer. Ben après le voyage, la découverte de plein de métiers différents et l'entrepreneuriat c'était un peu une évidence parce que c'est là où tu peux impacter au maximum. Et donc après j'ai fait mes armes et je me suis craché, je me suis relevé, etc. Et finalement on est là. C'est aussi pas mal un sentiment de liberté. Toi, pour te connaître un petit Mm. peu, t'es quelqu'un qui est très attaché Mm. à son indépendance, à avoir sa liberté. Et l'entrepreneuriat, au final, j'ai l'impression que tu le vois aussi comme un style de Ouais, vie. complètement. Moi, j'aime bien être complètement libre, indépendant, pouvoir remodeler en fait le monde qui nous entoure, hein. Je pense que quasiment tout ce qu'on connaît est designé par l'homme, à part Mère Nature, et qu'on a un pouvoir extraordinaire, que ce soit avec la société, avec l'innovation d'usage, mais aussi avec les technologies, et que du coup, il nous appartient à nous à penser un peu mieux demain. Et moi, voilà, ça c'est sans liberté, il n'y a pas de, il y a pas de créativité et il n'y a pas ce rêve d'un monde meilleur. Donc voilà. Et je l'ai vu particulièrement, notamment puisque la première boîte c'était en Asie. J'ai vu que dans les deux sociétés qui sont un peu plus fermées, des fois où l'esprit critique n'est pas forcément accepté, j'ai vu qu'il y avait un manque de créativité flagrant. Et je pense que du coup notre société aussi européenne et française, elle est vraiment extrêmement forte sur cette créativité qui est finalement l'essence même de l'entrepreneuriat. Ça y est, on est déjà presque parti dans des discussions philosophiques, comme à chaque fois qu'on se voit, mais ça me fait plaisir. Il y a aussi quelque chose que tu as certainement vu en Asie, et donc on va forcément en parler quand on va parler de Lean Startup, c'est cette innovation avec pas grand-chose en fait. Ça avait été pas mal popularisé, il y avait un livre qui s'appelait L'innovation frugale. Je l'ai là, juste dans mon bureau, ce bouquin. Ouais. Ouais. Et ben, est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu aussi de ce que tu avais vu là-bas, toi, de faire, d'avoir un impact avec
pas grand-chose et de démarrer un projet avec pas grand-chose. Et qu'est-ce que tu as gardé un peu de ça dans les futurs projets là que tu mets en œuvre? Alors, au départ, je pense comme tous les entrepreneurs, moi j'ai toujours une ambition un peu démesurée, donc bon peut-être, mais il a fallu en fait pour la rationaliser cette ambition, il fallait la segmenter. C'est extrêmement important pour paraître légitime sur une thématique. Et du coup, l'innovation, comme tu dis, frugal, donc faire beaucoup avec le minimum. En fait, c'est pas quelque chose qui est intuitif dès le départ. C'est quelque chose que tu apprends parce que finalement, tu as une grande vision peut-être de quelque chose, mais tu dois construire des produits minimum, entre guillemets, minimum viable product pour les intimes, euh, pour aller tester des marchés et puis répondre à des solutions et valider que tu répondes bien à un besoin, en fait. Et ça, tu peux le faire avec, ne serait-ce que dans le digital, avec des choses qui sont vraiment minimalistes et qui te coûtent zéro en termes de coûts. Et sur d'autres types de produits, c'est la même chose. Par exemple, on a vu en Afrique avec des cuisines qui sont juste des cuisines en fait solaires et qui demandent très peu d'infrastructures à mettre en place. Pareil, il y a Bill Gates qui a fait un projet pour les toilettes pour lutter contre la malaria, etc. Donc finalement, il y a certaines choses qui peuvent avoir un très fort impact et qui finalement demandent peu de ressources. Et c'est finalement la bonne méthodologie dans le monde startup aussi, c'est que il faut apprendre à faire beaucoup avec peu parce qu'au départ, t'as rien. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, pour enchaîner juste là-dessus, c'est quand tu commences à avoir une solution intéressante, minimum, tu peux designer après les différentes étapes pour arriver à l'œuvre de ta vie qui est finalement la mission que tu veux mener réellement avec la boîte. Et donc, tu designes différents produits. Il y a déjà plein d'enseignements là dans ce que tu as dit. Je pourrais déjà isoler plein de phrases. Mais sur cet aspect, ouais, justement, répondre déjà à un besoin. Ça paraît un peu tout bête, hein, mais il y a tellement de gens qui veulent créer une boîte ou une startup parce qu'ils ont une idée de solution. Ouais. Alors qu'au final, c'est pas tant l'idée de solution qu'on a eue, c'est surtout est-ce que ça répond à un problème et ensuite aller valider ça auprès de tes utilisateurs types que vont être tes clients et tes utilisateurs. Moi, je fais une analyse binaire en fait. Porteur de projet et entrepreneur. Le porteur de projet, il est amoureux de son projet. Il est amoureux de sa solution. L'entrepreneur, il est à l'écoute du marché et il va vérifier qu'il y a un besoin. Et en fait, le seul truc dont il faut tomber amoureux, c'est pas ton produit, c'est la problématique à laquelle que tu réponds. Parce que si tu t'es pas suffisamment amoureux de la problématique, ben, ta boîte, elle est déjà morte, en fait. Parce que ça demande tellement d'énergie, l'entrepreneuriat, que pour tenir dans le temps, il faut vraiment être extrêmement engagé. Et le problème, si tu es amoureux de ta solution, ça veut dire que tu as un ego surdimensionné par rapport au marché. Le marché, il a toujours raison, il est d'une violence extrême. Et, euh, et donc, si tu arrives et tu es convaincu que c'est ta raison, déjà, ben, tu es mal parti. Mais moi, c'était mon cas au début, comme je pense beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs. Et finalement, à force de se cracher, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, ok, c'est le marché et point, quoi. Mais le produit, il évoluera toujours, de toute façon, que ce soit avec la technologie ou la société, comme tout est en mouvement. Et donc, il faut accepter de mettre des choses à la poubelle et il faut accepter d'expérimenter, en fait, un marché et donc le besoin, parce que le marché, c'est le besoin de ses utilisateurs. Voilà. Ok, bah, super intéressant. Et du coup, là, tu as parlé de l'ego. Comment on fait pour laisser son ego de côté? Il faut juste se cracher plusieurs fois ou alors il y a une technique? Je pense qu'il y a vraiment ça dépend des personnalités déjà, hein. Il y a des gens avec des égos très forts de nature et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui ont un ego beaucoup moins grand. Et ici, par exemple, chez Conquistador, on a une poubelle à ego. Donc, on a une poubelle où il y a écrit, voilà, jette ton ego et tout. Et puis, on dit ça aux entrepreneurs qui viennent ici en disant, voilà, quand tu rentres, tu mets ton ego à la poubelle parce que c'est le premier destructeur de valeur en entreprise. Ego est différent de confiance en soi, par contre. Ah, C'est ça complètement. qu'il faut dire. Ouais, l'ego, c'est tu penses que tu as raison. Tu penses que toi, parce que c'est toi, et sans méthodologie scientifique, tu as raison. Nous, en fait, l'ego, on le tue via les chiffres. Donc, en effet, tu peux apprendre en te crachant, mais c'est mieux d'apprendre par la science.
Et c'est tout ce qui est Lean Startup, Growth Hacking, on va parler après, mais le but, c'est vraiment d'avoir une approche scientifique de l'entrepreneuriat pour limiter les risques en entreprise et pour tuer l'ego. Et voilà, à partir du moment où tu as des chiffres qui te prouvent que cette hypothèse-là, c'est la bonne, eh ben, il faut accepter que c'est la bonne. Carrément. Bah, c'est bien, forcément, on va y venir là au Lean Startup parce que c'est un peu aussi toute la discussion là qu'on a, c'est aussi les fondements un peu de cet état d'esprit et de cette méthodologie Lean Startup, alors qui a été très cadré, très théorisé, mais que beaucoup d'entrepreneurs s'approprient un peu comme une boîte à outils. Et il y a des portions de Lean Startup, c'est un peu comme les méthodes agiles, j'ai envie de dire. Il y a des outils qui sont intéressants pour son projet et il y en a d'autres non et qu'il faut juste adapter. Donc forcément, Lean Startup, on connaît tous les deux très bien ce que c'est. Comment toi tu le définis? Bah déjà, juste pour le définir, justement, je veux créer, peut-être choquer du monde là, mais le Lean Startup et le Growth Hacking, c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment un point sur lequel il faut insister parce que et c'est pareil, peut-être qu'avant d'aller sur Lean Startup et Growth Hacking, il faudrait peut-être définir ce que c'est une startup. Oui, bah, vas-y, je t'en prie. La startup, moi, ça me fait un peu rigoler, mais aujourd'hui, tout le monde se dit startup, machin, et les gens, ils pensent que ça veut rien, que ça veut rien dire, que c'est juste, voilà, une boîte qui va faire la croissance, mais en fait, qui fait rien du tout. Enfin, c'est un peu stupide. Il y a des vrais critères. Oui, et puis le mot, il est assez galvaudé. Je te rejoins. Moi, j'arrive même plus aujourd'hui à donner une vraie définition de startup parce que parfois, même Google se définit encore comme startup. Ouais, mais même Google ne comprend pas ce que c'est. C'est ça le problème. Mais il y a une vraie définition, hein. En tout cas, qui est la mienne peut-être, Oui, je pense. mais je suis assez convaincu de ma définition. C'est mon ego qui parle. Et la définition que j'ai, moi, simplement, c'est que dans une définition, tu as différents critères pour désigner si une entreprise est une startup ou non. Ok. Et donc, moi, je prends une boîte et puis j'analyse et j'essaye de voir qu'elle remplit 4 critères. Donc, number one, c'est un business model scalable pour passer à l'échelle. Donc, typiquement, voilà, ça, tu le retrouves pas dans n'importe quel type de boîte déjà. Le fait de pouvoir passer à l'échelle. En deuxième, c'est avoir une approche scientifique et récolter systématiquement la donnée de ses utilisateurs, pour pouvoir améliorer son produit et se rapprocher du marché. En troisième, c'est une expérience utilisateur incroyable. C'est la volonté d'une entreprise de vouloir délivrer le meilleur des produits à ses utilisateurs. Et enfin, c'est une culture d'entreprise très forte, en quatrième. Donc, business model scalable, récolte de la donnée systématique, UX, donc expérience utilisateur incroyable, et culture de boîte. S'il n'y a pas un de ces 4 critères, c'est pas une startup. Et je pense qu'il faut remettre les points sur les i parce que ça, c'est extrêmement important de comprendre ça parce que s'il te manque ne serait-ce qu'un de ces points-là, ben, tu n'es pas à jour, tu fais pas partie de l'entrepreneuriat du 21e siècle. Et donc, ben, venez nous voir pour vous former à tout ça. Ça y est, à peine un quart d'heure de discussion et tu nous places déjà une petite pub pour toi, mais t'inquiète pas, on va forcément en parler de tout ce que vous faites. Ce que tu dis, ok, merci beaucoup pour ta définition. En tout cas, je pense que c'est une définition très intéressante. Aujourd'hui, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il n'existe pas forcément de définition ferme et fixe parce que ça change tellement et ça évolue tellement et ça se trouve dans quelques temps il y aura un nouvel outil ou même avec l'intelligence artificielle on voit qu'il arrive fort. Tu parlais de la collecte de données, ça va certainement impacter aussi la façon de construire des entreprises et on avait déjà eu ce débat ensemble. Est-ce que c'est important vraiment d'être une start-up? Parce que si on est une PME innovante, est-ce que c'est pas déjà très très bien en fait? Si on n'a pas peut-être un de tes 4 critères par exemple, mais qu'on fait du chiffre d'affaires, qu'on répond à un besoin client, est-ce que c'est déjà pas énorme en fait? Si, complètement. Moi, mon point, il n'est pas du tout de dire que être une entreprise, c'est pas bien. Être une PME, être une ETI, être une grande organisation, c'est super. Je dis simplement qu'il faut pas les confondre avec les startups et qu'il y a des vrais critères de la startup et voilà. Et je pense que ces boîtes-là, elles ont beaucoup à gagner à s'inspirer du monde de fonctionnement des startups.
pour leur propre croissance. Après, ça dépend de l'ambition de chacun, ça dépend du marché, machin, de ce que tu as envie de faire de ta boîte. Mais bon, moi personnellement, j'ai envie de créer de l'emploi et de créer des belles boîtes. Okay. Et je pense que peut-être le critère le moins, on va dire les deux critères les plus importants que n'importe quelle boîte doit avoir, que ce soit des PME, des ETI, etc., c'est délivrer un produit incroyable et avoir une culture de boîte. Ceux-là, ils sont pas négociables. La récolte systématique de la donnée et le business model scalable, surtout le business model scalable, eux, ils sont complètement négociables et voilà, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas maltraiter tes employés aujourd'hui. Tu dois avoir une culture, une vision forte pour la boîte, peu importe ton secteur d'activité, pour pouvoir driver des nouveaux talents et une équipe de tueurs. Et l'expérience utilisateur, si tu délivres un produit de merde, tu seras mort sur le marché demain. Donc voilà, moi c'est mon point et je pense que voilà que ces critères-là, il faut que tout le monde les ait bien en tête, quoi. Ok, tu penses quoi parce que là, tu as parlé plusieurs fois de scalabilité, donc de passage à l'échelle, pardon, du fait de pouvoir avoir un modèle d'affaires qui soit donc réplicable à très grande échelle. Donc, ça porte très bien son nom, même si en France, on a du mal encore à le traduire. Ce qui n'empêche pas qu'au démarrage, on a presque l'obligation de faire des choses qui sont pas scalables. Tu connais certainement comme moi cet article qui pour moi est un article fondateur que je partage énormément à beaucoup d'entrepreneurs en démarrage, qui est Do Things That Don't Scale de Paul Graham, qui dit que justement au démarrage pour prouver un petit peu son idée, il faut faire quelque chose qui soit un petit peu pas encore au point et pour pouvoir bien le tester. C'est complètement essentiel. C'est complètement essentiel, mais pour plusieurs raisons, en fait. Parce que, déjà, si tu commences à faire quelque chose qui scale, ça veut dire que tu as suffisamment compris ton marché. Ce qui est absolument pas le cas au début. T'es en train de faire des tests et essayer de trouver ton marché. Donc, tu vas pas, si tu construis un produit qui est scalable dès le départ, en fait, tu vas droit dans le mur parce que tu vas construire un produit qui, ça se trouve, ne répondra pas à un marché, tu auras dépensé beaucoup d'argent et tu seras mort. Tandis que et aussi, il y a un autre avantage à faire des choses qui ne scalent pas, donc qui passent pas à l'échelle au départ et faire des choses minimalistes, c'est que tu vas rester beaucoup plus en contact avec tes utilisateurs. Et c'est via ces utilisateurs que tu vas comprendre ton marché et peut-être un jour faire en sorte que tu développes un produit scalable. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait. Même, tu vois, en tant que, on est centre de formation, mais voilà, mais il y a des ambitions derrière. Mais ouais, j'allais te dire de nous partager un exemple. Donc, si tu as envie de prendre l'exemple de Conquistador et donc d'un centre de formation à la base, tu peux le prendre. Ou si tu as envie de prendre un autre exemple, vas-y, je t'en prie. J'en partagerai un sympa aussi que je partage régulièrement aussi après, histoire qu'on mette tout ça sur la table et que ce soit bien compréhensible. Mais ouais, vas-y, je t'en prie. Donc, en fait, pour prendre l'exemple de Conquistador, nous, voilà, on est un centre de formation, tout ce qui est plus classique, avec la volonté justement de pas scaler nos formations. C'est une volonté qu'on a pour garder en fait une qualité optimale et être 3 formateurs pour maximum 8 apprenants en face et de tout personnaliser. Parce que nous, ce qui n'est pas négociable, c'est la qualité du produit qu'on délivre. La scalabilité, elle va venir ensuite. Et je m'explique. La volonté, c'est de créer un talent pool, donc une piscine de talents suffisante d'entrepreneurs qu'on repère, de gens qui viennent faire nos formations, voilà. Et pour ensuite, donc il y a ce Conquistador au centre avec l'éducation. Et après, on va créer plein de petites spin-offs, donc des boîtes satellites, sur des thématiques qui nous intéressent et on le fera en partenariat avec des PME qui connaissent très bien certaines expertises métiers sur lesquelles on peut jouer avec eux, avec notre côté startup digital. Et finalement, la scalabilité de Conquistador, elle viendra à ce moment-là. Elle viendra au moment où on aura, nous, une école suffisamment importante pour générer une masse de talents intéressante. Et la scalabilité, elle sera dans les boîtes qui seront les boîtes satellites de Conquistador, qui seront, elles, des startups avec un business model scalable. Mais Conquistador, en tant que centre de formation et CFA, ne sera jamais sur un business model scalable. Parce que nous, on veut garder notre produit au top et faire du one-one en présentiel si possible. C'est une volonté. Peut-être que, par contre, vous autoriserez à investir dans certaines de ces boîtes satellites Ah oui, bien sûr. et startups, non? Bien sûr. Nous, on Ok. aura des parts dans toutes les boîtes satellites qu'on monte.
qu'on montrera, que la boîte mère Conquistador gardera des parts à droite à gauche. Et finalement, ça sera un écosystème, mais sur lequel on a misé tout sur l'éducation. Et notre écosystème qu'on construit, Mhm. c'est un modèle de société. Tu vois, quand tu construis une société, c'est toujours une société avec un grand S. Donc, que ce soit la société dans un État, dans une civilisation, mais une société, c'est aussi une entreprise. Et finalement, dans ton entreprise, eh ben, tu la design comme tu aimerais bien voir la société de demain pour pouvoir Mhm. l'influencer. Exactement ce qu'on a fait chez Conquistador. Et nous, on voit un monde où il y a l'éducation est complètement corrélée au monde de l'entreprise. Et du coup, nous, c'est ce qu'on construit. On construit une école, mais tous nos apprenants, ils seront en fait en permanence dans les boîtes qu'on possède aussi. Mhm. Et ils apprendront via la pratique uniquement. Cette vision-là, c'est quelque chose qui t'est venu comment? T'as été inspiré par d'autres boîtes? Dis-nous tout. J'étais choqué parce que moi, comme je viens du monde du bâtiment à la base, j'ai été choqué de voir à quel point le monde de la fac où j'y suis allé, tu vois, le monde de la fac, il est extrêmement théorique et il y a plein de cursus qui existent aujourd'hui qui sont très théoriques et complètement décorrélés de la réalité du monde du travail. Donc ça, c'était un constat que j'ai fait dans mes études en fait. Et à partir de là, quand j'ai appris que le monde startup existait, donc en allant à Paris en vrai, hein, et que j'ai participé à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres moyens de faire les choses et de travailler avec un autre mindset. C'est vraiment l'état d'esprit qui m'a inspiré, avec la pensée que tout est possible, mais il faut quand même l'approcher de manière scientifique pour designer un plan de route qui paraisse pas trop fou. Justement, c'est la segmentation de l'ambition dont je parlais tout à l'heure. Et ça, ben voilà, c'est juste en étant au contact du monde du travail et de l'éducation que je me suis dit qu'il fallait à tout prix fusionner les deux pour rationaliser. Des influences comme The Family ou Y Combinator, ça te parle pas quand même? Parce que la dernière fois en off, je t'avais un petit peu charrié là-dessus en Mm. disant il y a pour moi en tout cas, et je pense qu'il faut le prendre comme un énorme compliment, euh, une inspiration un peu dans cet état d'esprit-là que a pu avoir The Family de vouloir dépoussiérer, casser un petit peu les codes. J'ai Mm. l'impression aussi que vous inscrivez un petit peu dans ce phénomène-là. L'entrepreneuriat, c'est une rébellion économique. Tu vois, ça, c'est Oussama Hamar, justement. Mais voilà, mais le truc, c'est que, en effet, oui, il y a des inspirations droite à gauche de tout ce qu'on a pu voir. Par exemple, j'ai un de mes associés qui était chez The Family, ici. Mhm. Donc, forcément, il y a des inspirations. Mais, mais après, c'est quelque chose, donc on prend inconsciemment le meilleur d'un peu partout, enfin, tout ce qu'on considère être le meilleur. Et on essaye de designer from scratch notre société. Et, euh, et moi, j'ai The Family et SeedUp, c'est la boîte où j'étais Head of Growth à Paris. On faisait des prototypes technologiques pour les grands groupes, mais on avait un système qui s'appelait être salarié entrepreneur. Mhm. Et donc, il y avait 50% de ton temps que tu pouvais dédier à ton projet perso. Et là, les autres 50% de ton temps, tu les faisais sur les missions de la boîte. Et ça m'a pas mal inspiré. Et j'ai essayé de combiner un peu tout ça, quoi. À la fois le mindset de The Family, le statut salarié entrepreneur que j'avais vu, plus le fait que j'avais envie de vivre chez moi au Pays Basque et dans un cadre pas trop mauvais. Donc voilà. Yes. Bah, et ça, on va en parler de l'importance du local que ça a pour toi et pour plus globalement aussi Conquistador. Juste, j'ai teasé avant que j'avais donné un petit exemple de Lean Startup. Je vais faire très court parce que je pense Mhm. qu'on a bien partagé déjà ce que c'était. Mais j'aime beaucoup donner l'exemple souvent de mes amis de Give, qui est une Ouais. application de don d'objets. Donc eux aujourd'hui c'est une app où il y a plus de 2 millions d'utilisateurs et c'est eux la scalabilité ils l'ont vraiment
bien éprouvés. Mais au tout départ, ils avaient monté donc Give fait du don d'objets, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un objet chez elles qui peuvent le donner et une autre personne peut adopter cet objet gratuitement. Donc c'est une sorte de Le Bon Coin des objets gratuits. Et ce que j'avais adoré dans leur démarche au tout début, en ligne startup vraiment, ça avait été de réaliser des groupes Facebook assez communautaires, un petit peu partout en France. Donc il y avait des Adopte un objet, ça s'appelait à l'époque Bordeaux, Lyon, Paris. Et une fois qu'ils ont réussi à monter ce groupe-là à plus de 10 000 utilisateurs, ils savaient qu'il y avait vraiment quelque chose. Et ils avaient les usages aussi de leurs utilisateurs à l'intérieur des groupes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens qui postaient des photos, qui commentaient. Et donc, ils ont pris le meilleur des fonctionnalités qui étaient les plus utilisées dans les groupes Facebook pour ensuite les intégrer dans leur propre app qu'ils ont développé avec nous d'ailleurs, avec Tracteur. Donc voilà, big up à l'équipe de Give et de Tracteur, la super équipe de dev. Voilà, moi aussi je peux faire de ma pub sur mon propre podcast. Et ouais. Et bref. T'as bien raison. Bon, revenons sur justement avant ça, t'as commencé à parler du Pays Basque. Pour toi, j'ai l'impression que c'est hyper important. Et puis on en parlait au tout début là de notre échange, le style de vie. Et toi, t'as un vrai attachement très fort pour le Pays Basque. Comment t'es tombé en amour avec le Pays Basque? Moi, j'ai passé mon enfance mon enfance jusqu'à même aujourd'hui en fait, entre le Béarn et le Pays Basque. Alors, déjà, j'ai un attachement sentimental. Et moi, je suis complètement tombé amoureux du Pays Basque parce que c'est une culture très, très, très forte. Moi, je parle basque, par exemple. Je suis tombé amoureux des gens, des paysages, de la manière de vivre. Ouais, de la culture tout entier. La dernière fois, tu me disais que t'écoutais des chants basques en soirée. Bien sûr. J'écoute. Bien sûr, j'écoute un peu de. Bien sûr, j'écoute des musiques. Mais il y a des musiques modernes. Hein. Ce qu'on sait pas trop en France, c'est que c'est un territoire qui est transfrontalier. C'est-à-dire qu'il y a un Pays Basque espagnol aussi, un Pays Basque sud. Nous, on dit sud et nord parce que on voit pas trop la frontière. Mais l'idée, c'est que le Pays Basque, oui, c'est une nation. C'est reconnu comme tel par les Nations Unies. C'est une nation entre deux autres nations. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du territoire. Moi, par exemple, je parle français, espagnol, basque, anglais. Et je trouve ça tellement riche au jour le jour de rencontrer des gens très différents sur un tout petit périmètre comme ça. Avec un niveau de vie aussi élevé qui est celui qu'on a ici. Et après, c'est sûr que culturellement, moi j'aime bien dire que la différence fait la différence, qu'il faut assumer nos différences pour qu'on se construise en tant que société. C'est mes voyages, je pense, qui me l'ont pas mal appris. Et quand je suis revenu ici, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je reviens au pays, j'ai forcément quelque chose à apporter. Et donc moi, mon objectif, c'est construire un écosystème startup au Pays Basque, mais tout simplement parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire et ça attire tellement de talents qu'à partir du moment où si tu mises tout comme sur l'humain comme moi et que tu te dis s'il y a des talents, il y a forcément la possibilité de faire des grandes choses. Let's go. Et moi, c'est pour ça que la boîte Conquistador, c'est une boîte transfrontalière aussi. Mm-hmm. Donc là, on va ouvrir un deuxième campus à Saint-Sébastien, en basque on dit Donostia. Mm-hmm. Et voilà, et on va faire le pont avec des cursus transfrontaliers, 6 mois en France, 6 mois en Espagne, et pour vraiment créer une dynamique économique. Top. Par exemple, juste un petit point là-dessus, en Pays Basque Sud, donc en Espagne, il y a une communauté autonome du Pays Basque, donc avec un gouvernement basque, etc. Et c'est l'un des plus gros écosystèmes industriels européens. Après le sud de l'Allemagne et le nord de l'Italie, c'est le Pays Basque espagnol, qui est vraiment une usine à gaz en termes d'industrie. Ils sont extrêmement forts. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, en Pays Basque français, d'où je suis originaire, il n'y a pas d'emploi. Les jeunes, ils sont obligés d'aller à Toulouse, à Bordeaux, etc., pour faire leurs études, comme moi j'ai fait. Et je trouve c'est dommage sur un aussi beau territoire avec autant de monde qui vient y vivre, de pas avoir d'entreprise.
de pas avoir une entreprise solide et pas d'emploi. Donc moi, mon ambition, c'était simplement, voilà, créer de l'emploi et une dynamique positive sur le territoire, et tout en gardant nos valeurs qui sont fortes, notre langue aussi, et, euh, et puis faire en sorte qu'on soit super potes avec les Espagnols comme avec les Français. Top. Ouais, franchement, une super belle mission. Et puis, c'est vrai, c'est tellement beau le Pays Basque, que ce soit français comme espagnol, à tous les niveaux, comme tu l'as dit, culturel. Et puis, il y a tout, quoi. Il y a la mer, il y a la montagne. Bref, Ouais. c'est vraiment hyper agréable. Moi, à chaque fois que j'y vais, je passe tout le temps du bon temps et j'espère bientôt venir voir la Villa Conquistador. Et avant ça, tu parlais de donc votre mission de vouloir construire un écosystème startup. Ça sous-entend qu'il est encore qu'à ses prémices aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui dans le Pays Basque? Je vais faire mal à pas mal de monde là, je pense, mais parce que je vais dire les choses. Hein, l'écosystème startup aujourd'hui en France, il est quasiment inexistant à part à Paris. Pour moi, voilà, il y a des pôles qui sont en pleine naissance, comme Bordeaux d'ailleurs, hein, voilà, comme Lyon, Rennes, Nantes. Donc il y a des pôles comme ça qui sont en train de se créer, mais comme tout le monde se dit ouais, vas-y, je suis une startup, machin. En fait, les gens ils comprennent pas, comme je disais, les quatre critères de base de la startup, et et ils sont très mal conseillés. C'est-à-dire que ça C'est clair que tu c'est vas un pas te faire point. des copains si tu dis tout Non, non, ça. non. Nos amis de la Ah non, French mais je Tech, par suis exemple, vont pas être très d'accord avec non, mais toi. je suis très pote avec les amis de la French Tech, que ce soit la French Tech Pays Basque, la French Tech Béarn ou la French Tech Bordeaux. Je connais pas mal de monde, la bise à Philippe, etc. Mais le truc, c'est que non, c'est que à mon sens, et je pense que ces gens-là, ils en sont conscients pour beaucoup, hein, mais c'est les infrastructures qui accompagnent les entrepreneurs, elles ne doivent pas, et là j'insiste, hein, elles ne doivent pas essayer de les accompagner avec des gens qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat ou qui n'ont pas des expertises extrêmement solides là-dedans. Surtout quand tu prétends faire de la start-up. Enfin, mon sens, il y a pas à négocier. C'est soit tu es au plus haut niveau, ou sinon tu viens pas donner des conseils aux gens. Euh, parce que c'est important. Hein. Et c'est important parce que le mec, tu peux le cracher et tu peux tuer son rêve. Et donc, je pense que voilà, il y a trop de mauvais conseils dans l'entrepreneuriat. Euh, il y a trop de financement public dans l'entrepreneuriat où ce sont nos impôts qui payons des boîtes qui ne devraient pas exister. J'ai l'impression que si Ouais. je t'arrête pas, j'ai l'impression que si je t'arrête pas, tu vas continuer à tirer à balles réelles et que tu vas faire un procès à toute la tech Ah non, non, française. Mais non. Non, je fais parce pas que du tout un procès ma à toute la question tech de base française. était que tu nous parles de l'écosystème du Pays Basque et j'ai l'impression que tu es parti justement sur plutôt une critique, mais ce que je trouve très intéressant tout de même parce que c'est vrai que ça reste très policé quand même aussi dans ce monde-là Hmm. et tu as raison, on a tendance à s'auto-congratuler, mais c'est Ouais, vrai qu'il reste encore un gros manque de startups d'ambition. qui arrivent à concurrencer les startups américaines ou asiatiques. Et ce que tu dis, c'est vrai aussi. Je vois beaucoup aussi de startups qui, une fois qu'elles ont atteint un certain stade de maturité en région, vont aller ouvrir leur bureau à Paris ou aller s'installer à Station F. Et c'est presque un échec quand on voit ça, parce qu'au final, il faudrait que ces pépites-là elles restent sur le territoire et sur les régions. Je rebondis juste. Hein. Je parlais pas justement de l'écosystème Pays Basque parce que pour moi c'est partout pareil. Mhm. Sur tous les territoires il se passe la même chose en fait. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vraiment un peu bourlingué en France là-dessus et j'ai vu la même chose partout. Euh, et je pense qu'il y a vraiment encore un sérieux problème dans la manière dont on fait les choses dans l'accompagnement entrepreneurial, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi dans le système d'éducation, parce que tu regardes, en fait, pour faire un écosystème startup, tu as besoin d'entrepreneurs qui soient bien éduqués aux bonnes pratiques, Mhm. tu as besoin de talent et tu as besoin de capitaux. Voilà. Et donc, les capitaux, bah, aujourd'hui, ils sont en grande majorité à Paris, et encore, même à Paris, tu as plein de fonds de partout, anglo-saxons, etc. Mais ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, il y a des plateformes, petite pub à Adrien, comme Eldorado, qui te permettent d'aller jeter un œil
pour aller voir si tu as des chances d'être financé par les gros parisiens. À côté de ça, les talents, ben, aujourd'hui, on forme des gens qui sont pas très compétents dans l'éducation de manière générale, parce que en fait, on a complètement oublié le parcours d'orientation et que tout se joue sur l'amour. Si t'aimes pas ce que tu fais, t'es dans la merde. Donc arrête et puis va tester d'autres trucs, quoi. Et moi, c'est ce que je dis beaucoup aux étudiants et tout. Ça peut paraître un peu choquant. Je leur rentre dedans, ils font what the fuck, personne m'a jamais dit ça, mais c'est la vérité. Parce que, enfin, moi, par exemple, il me reste normalement 65 ans à vivre, à peu près, en moyenne. Donc, moi, j'ai envie d'avoir un maximum d'impact avant de mourir, ou au moins faire des trucs bien pour les gens qui m'entourent et que j'aime. Et donc, ça, c'est pas négociable. Enfin, se faire chier dans la vie, c'est pas négociable. Bon, du coup, en fait, ce que toi tu dis, c'est qu'il faut partir de que les gens trouvent entre Toujours, guillemets leur passion et ouais, qu'ils soient bien formés à la base pour ensuite entreprendre. Mais si t'es c'est pas ça. fait pour entreprendre, c'est ok. Mais c'est pas forcément pour entreprendre, justement. C'est que t'es pas obligé de toi entreprendre. Mais si on mise pas sur l'amour dans l'éducation de manière générale, du coup, on se retrouve avec une base de talent qui est très faible. Parce que pour être un talent, il faut aimer ce que tu fais. Voilà, c'est comme ça. Euh, et donc, je pense qu'il y a un problème dans la manière dont on éduque les gens et qu'on leur fait pas peut-être tester suffisamment de choses ou qu'on met pas des gens suffisamment passionnés en face d'eux. Euh, et donc, c'est tout, tu vois, c'est toute l'idée de ce que je racontais tout à l'heure, du modèle hybride école-entreprise qu'on essaie, nous, de construire pour que différents mondes se rencontrent et que les gens se disent, ah ouais, finalement, ça, c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Et de créer une base de talent suffisante pour que les entrepreneurs, eux, puissent en profiter et créer des boîtes viables et qui scale Mhm. potentiellement. Bon, ben c'est un vaste débat. On pourrait en faire tout un podcast ensemble. Et je sais que Oh oui, voilà, on pourrait continuer à discuter là-dessus, mais pour justement revenir sur nos sujets qui étaient aussi le growth hacking. Donc là, tu parlais de former à des compétences particulières. Donc euh, le growth hacking, ça a été une grosse hype là il y a quelques temps. Tout le monde devenait growth hacker. Alors il va falloir que tu nous expliques un petit peu plus la définition de c'est quoi le growth hacking et peut-être aussi nous donner un ou deux tips ou hacks que toi tu as pu tester pour un petit peu illustrer ce que c'est. yes. Déjà, comme je disais tout à l'heure, le growth hacking, c'est la même chose que le Lean Startup. C'est des méthodes d'expérimentation rapide guidées par la donnée. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Et c'est avant tout un état d'esprit. C'est donc une approche scientifique de l'entrepreneuriat. Point. Voilà, s'il faut donner une définition, c'est ça. Et donc oui, en effet, il y a le growth hacking, on en entend beaucoup parler, machin, le Lean Startup aussi. Et c'est des méthodes qui fonctionnent, mais c'est la même chose, encore une fois. Et donc, pour rentrer un peu dans le détail, nous, ce qui nous importe quand on étudie, donc, quand on fait du growth hacking dans une boîte, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On émet des hypothèses de croissance. Donc, on a des idées, en fait. Juste, on a des idées qu'on liste et qu'on priorise en fonction de leur impact, leur coût et de leur vitesse de leur facilité Ouais. d'exécution. Une fois qu'on les a priorisés, on se les répartit, on les met en place. C'est-à-dire, je vais donner des exemples concrets après, mais par exemple, ben, nous, on avait un problème, on savait pas à quel prix il fallait qu'on se vende, donc on a fait de l'A/B testing sur le prix, donc on a changé le prix d'une semaine à l'autre pour voir comment ça réagissait, etc. Et on mesure tout. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que quand on émet une idée, c'est uniquement une hypothèse. Comme on disait, l'ego n'existe pas, ne doit pas exister en entreprise. Donc là, pour tuer l'ego, ben, on mesure la donnée qui nous intéresse. Donc dans notre cas, c'était est-ce que ça a plus cliqué, est-ce que les programmes ont été plus téléchargés sur la page où le prix était plus faible ou finalement ça influe pas le prix. Est-ce que c'est le bouton? Est-ce que c'est Ouais. le Est-ce copywriting, que ça va être la l'écriture? proposition de Voilà. valeur, Ouais, et ça demande vraiment etc. plus. Moi, des gros hackers de talent, c'est vrai que aujourd'hui, il en existe peu, je pense, et c'est donc il y a tout un intérêt aussi à former là-dessus. Ça, vous l'avez bien Ouais, compris, mais parce que ça demande
plusieurs compétences, à la fois des compétences techniques, hein, donc de savoir très bien écrire, rédiger une proposition de valeur, t'en parler, mais aussi un petit peu technique dans le sens où parfois il faut aller se connecter à différents outils pour un peu automatiser les tâches, Ouais. même si il suffit pas d'être un développeur pour le faire, hein. Ouais, ouais, complètement. Je vais rebondir là-dessus, mais je termine juste le process. Donc, une partie du moment où on a exécuté les expérimentations, un truc important, hein, qui fait la diff, c'est qu'à la fin, on partage avec l'équipe les apprentissages de la boîte et on les note et on en fait genre un book, vraiment un manuel à suivre en disant ça a été testé, ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça, en étant scientifique et en répétant les expérimentations, en les itérant chaque semaine, qu'on apprend de plus en plus de choses sur nos utilisateurs, sur notre marché, et qu'on est capable d'un moment à un autre trouver un product market fit, donc de trouver vraiment un marché et de passer à la croissance. Sur ce que tu disais, en effet, il n'y a pas beaucoup de gros hackers, bien que ça me fasse beaucoup rire. Dernièrement, on a vu ça a explosé. Et puis après, bon, je suis allé voir les descriptions des pages, tout ça, ça m'a fait rire. C'était du grand n'importe quoi, mais je pense que c'est aussi parce que voilà, dès qu'il y a une mode, tout le monde s'y raccroche et tant mieux, hein, c'est cool. Donc, qui viennent faire la formation, beaucoup. Ça serait cool qu'ils se forment dessus. Alors, mais bon, voilà. Et attends, c'est quoi que tu me disais avant? J'ai perdu. Non, je disais que en fait ça demandait vraiment de faire appel à plusieurs types de Ah oui, voilà, compétences c'est ça. et pas que des compétences techniques, des compétences aussi les fameuses soft skills qu'on appelle, et je sais que vous travaillez Ouais. beaucoup là-dessus aussi. Ben ouais, ouais. Du coup, les compétences essentielles, hein, vraiment, c'est d'avoir déjà d'une l'approche scientifique dont je parlais, mais d'avoir un mindset comme ça de test and learn. J'essaye j'essaie des trucs, et euh, et, et d'avoir une forte culture digitale et entrepreneuriale, dans le sens où plus tu maîtrises de compétences techniques, comme tu dis, que ce soit par exemple le SEO, le web design, le growth marketing, la communication sur tel ou tel réseau, plus tu as de compétences diverses, plus tu es créatif parce que tu sais comment interconnecter tes actions, en Mhm. fait. Et tu peux avoir différents, entre guillemets, euh, niveaux d'expérience en termes de gros hackers. Les gros hackers les plus expérimentés, clairement, eux, ils vont t'imaginer des canaux d'acquisition de psychopathes, ils vont tester des trucs, ils vont mesurer euh, chaque niveau du funnel, donc du tunnel d'acquisition. Et donc tout ça, ils sont capables de l'imaginer parce qu'ils ont une expertise forte sur des outils. Ils sont extrêmement polyvalents, les gros hackers, normalement. Et c'est ça qui est important, et ça s'acquiert pas comme ça. C'est à force d'itérer, et, euh, et je suis persuadé aujourd'hui que le gros hacker, c'est obligé que ça soit un entrepreneur, en tout cas en minimum en termes de Mhm. mindset, d'état d'esprit. Le mec, il est toujours à prendre l'initiative, toujours à imaginer de nouvelles choses, et il est aussi concerné que les fondateurs pour pour aller chercher la croissance. Le mec, il est là, il veut tout défoncer, hein. Et clairement, c'est un talent. C'est un talent, et bon, c'est assez dur à former parce qu'il faut d'abord repérer les gens qui ont d'abord l'état d'esprit avant d'avoir les compétences. Et voilà. Ouais, si je comprends bien, en plus pour vous, ça fait tellement du sens parce que avec tout ce qu'on s'est dit avant et ce que tu viens de nous expliquer aussi sur le profil d'un growth hacker, Mm. au final, c'est un profil parfait pour lancer sa boîte au début avec très peu, comme on en parlait, et Mm. surtout avec peu de compétences techniques parce que surtout aujourd'hui, des Voilà. startups, on pense souvent il y a cette complexité à lancer son idée, son projet, s'il y a une brique innovante et on se dit ah oui, mais il faudrait que je fasse appel à un développeur, il faudrait que Ouais. je me forme au dev. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin, au départ en tout cas, d'avoir de compétences tech de développeur pour lancer son projet et valider qu'il y a un vrai besoin. Voilà. Nous, c'est tout notre combat, ça. Ça fait beaucoup partie du combat parce que, euh, en effet, il y a besoin de zéro compétence technique pour démarrer sa boîte. Et il y a besoin de 0 euro. Genre, mais vraiment, j'insiste dessus. Du temps Il y a juste besoin de et de la beaucoup de passion. temps, voilà, et de la passion, de l'engagement. Mais ça, c'est extrêmement à comprendre parce qu'aujourd'hui, on est biaisé en regardant
ben ouais, ah, putain, lui, il a voulu monter une boîte, il a payé tant pour construire son application, machin. Mais ça, c'est parce que là aussi, encore une fois, l'écosystème est toxique. J'insiste, hein, parce que quand t'as des incubateurs ou quoi qui te disent, qui te font oui, 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 parce qu'eux-mêmes ils comprennent pas grand-chose à l'entrepreneuriat et qui te disent va voir telle agence, elle va développer ton âme à 100 000 euros, tu vois, mais il y en a qui sont encore comme ça, hein. Et le mec, il y va et lui, il s'est fait une liste de fonctionnalités énorme parce qu'il est convaincu qu'il a raison. Et personne n'est là à aucun moment du parcours pour lui dire non, mec, en fait, il faut d'abord que tu ailles tester ton marché parce qu'en fait, là, tu vas développer un truc qui va servir à rien. Mais tu vas dépenser 100 000 balles et personne va t'arrêter, hein. Personne va Ouais. t'arrêter parce que ton banquier, il comprend pas, parce que l'agence, elle veut se faire de l'argent et parce que l'incubateur te comprend pas et ne maîtrise pas les bonnes pratiques entrepreneuriales. Et tout ça, c'est grave. Bon, mais tu sais qu'il existe des agences et des studios qui ont pas cette mentalité-là, tu le sais. Je sais, ah, ça, je sais aussi, t'inquiète. Et je suis convaincu que chez Tracteur, vous êtes en plein dedans. Non, mais c'est vrai que t'as raison Mais il y en a que encore des comme globalement, ça. c'est vrai que il y a encore. Mais alors, je cherche à mettre la faute sur personne. Alors, j'aurais pas des mots aussi tranchants que toi qui lâchent des punchlines à chaque phrase. Mais c'est vrai que parfois, certains jurys d'incubateurs ou autres, pour en faire de temps en temps, voient un projet arriver. Il n'y a pas de profil tech dans l'entreprise ou dans les 3 fondateurs qui se lancent, et du coup, ils voient ça comme un vrai défaut et ils se disent tiens, ils pourront pas aller de Hmm, l'avant. hmm. Donc du coup, je trouve que ça, c'est vrai, je le partage pour le voir de temps en temps. Et après, ce que tu dis, c'est vrai qu'il existe encore beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent d'abord en faisant un cahier des charges énorme et en allant soumettre ce cahier des charges à des agences, à des SS2I, peu importe, et Hmm. qui vont forcément budgétiser ça C'est au ça. prix que ça coûte. Parce que souvent, Oui, bien quand le sûr. cahier des charges est fait, c'est que c'est le produit fini presque. Alors que il faudrait pas. Il faudrait que ce soit d'abord MVP. son MVP. Et son MVP, souvent, c'est beaucoup moins que 100 000 euros. Exactement. C'est 0 euros. Mais moi, je pense que juste pour terminer, je pense que je pense que c'est pas toujours de la malveillance de cet écosystème. C'est aussi beaucoup d'ignorance sur le fait Ou de qu'aujourd'hui, manque de maturité. ouais, de manque de maturité sur ah ouais, aujourd'hui c'est possible de faire comme ça avec du no-code. Tu vois, on parle beaucoup no-code en ce moment, mais Mhm. aujourd'hui tu peux sans une ligne de code en étant un profil qui voilà qui n'est pas dev, tu peux créer ton site web, créer ton app, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux même en termes d'automatisation avec du Zapier par exemple, etc. Et là et là, nous, quand on a les gens en formation ici sur la formation Lance ta boîte qui dure 5 jours, là, c'était cette semaine par exemple, bah, les mecs à la fin ils ressortent, tu vois, ils ont retenu 2 choses. Le fait qu'ils peuvent faire quelque chose en toute indépendance et le fait qu'ils n'ont pas raison, mais que c'est le marché qui a raison et que du coup, qu'il faut absolument pas qu'ils aillent voir une agence tant qu'ils n'ont pas un début de product market fit. Et enfin, ben, ils sont mind blow, tu vois, en mode wow, mais what the fuck, enfin, tout ce que je pensais de l'entrepreneuriat, je pensais aller faire un business plan pour mon banquier et tout, ben, en fait, ben, tout ça t'oublie, quoi. Tu vas sur le marché, tu vas faire des trucs concrets avant d'aller chercher de l'argent, faut déjà faire de l'argent. Ouais, et puis convaincre, on en revient à ce qu'on avait dit dans les premières secondes de ce podcast, convaincre que il y a un besoin et qu'il y a des gens qui sont prêts à s'inscrire, payer pour ce service-là. Complet. Top, on va conclure malheureusement parce que le temps file et j'ai envie quand même pas qu'on fasse un épisode de 2 heures, même si on pourrait, hein, clairement, inspiration, génération do it yourself, Mathieu Stéphanie, on pourrait faire un épisode de podcast hyper long. C'est clair. Mais là, le but étant de rester dans un délai raisonnable pour toi et comme pour moi. Écoute, mes dernières questions elles vont être un peu plus perso. Juste envie de comprendre un peu qui se cache sous le béret là que je vois à l'écran. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes, mortes ou vivantes, peu importe, euh, pour partager un dîner, ce serait qui? Wow, what the fuck. Alors, faut que je réfléchisse un tout petit peu. Il y en a des gens qui me viennent à l'esprit. Ou même une personne déjà, hein, Ouais, ouais, ouais. que tu Euh, adorerais rencontrer et avec qui partager un moment. hmm.
Allez, en number one, je pense que ça serait stylé. Il va falloir que je me mette au grec ancien. Alexandre le Grand, ça serait fun quand même, juste pour voir le personnage. Ouais. Après, je dirais euh, Mikel Laboa, c'est un poète, un grand poète basque qui a pas mal marqué son temps avec la renaissance de la culture, juste pour discuter pareil de qu'est-ce qu'il en pense. Et après, j'irai sur un repas avec quelqu'un, je kiffe, putain. Euh, Elon Musk, parce que avant de démarrer le podcast, tu me faisais une blague en parlant de Tesla. Non, 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 non. Non, Elon Musk, ça serait fun s'il y a un pétard autour de la table, mais euh, la Joe Rogan. Pour ceux qui n'ont pas la Ouais, référence, exactement, je partagerai le podcast de Joe Rogan où Elon Musk est en train de fumer un un bon joint. pétard. Mais non, la troisième personne, ça serait peut-être. Alors attends, je termine de réfléchir parce que il y a personne qui me vient très naturellement en fait. Mais je cherche un entrepreneur justement, de manière voilà, mais quelqu'un qui m'a marqué. Ben c'est compliqué, hein. Bah écoute, il n'y a pas forcément besoin que tu répondes. Déjà, moi, Alexandre Legrand et le poète dont tu nous as parlé, tu peux redire le nom? Michael Laboa. Michael Labois, voilà, c'est déjà très bien. Écoute, c'est la première fois que je pose cette question dans ce podcast, donc peut-être que il faudra que je la tourne différemment à l'avenir, mais Si j'ai une troisième personne, mais que je connais déjà et que c'est toujours un plaisir de passer du temps avec, c'est Peyo Etxelecu, c'est un entrepreneur du Pays Basque que je trouve très très vivant et très 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 sympathique. excellent. Bah, tu me partageras son contact s'il a un endroit où le suivre, qu'on puisse le mettre aussi dans les notes. Une dernière question. Est-ce que tu as un livre, une série, un film, une ressource à nous recommander, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, peu importe, quelque chose que tu as envie de mettre en lumière là en terminant ce podcast. Grave, j'en ai plusieurs. Allons-y. Très rapidement, je pense que si vous là, j'ai lu des bouquins beaucoup pendant les vacances. J'aime bien faire ça. Il y en a plusieurs qui me viennent à l'idée. Numéro un, Healthy Business des fondateurs de Alan, qui est très sympathique pour créer justement une culture d'entreprise et ça donne des bons exemples concrets. Mhm. Numéro 2, Testing Business Ideas de Alexander Osterwalder, celui qui a créé le business model Canva, qui est extrêmement extrêmement bien justement pour comprendre comment utiliser un business model Canva, parce que là aussi je pense qu'il y a des problèmes. Et en 3, toujours Alexander Osterwalder, Invisible Companies, le fait que finalement, si tu implémentes tout ce qui est expérimentation dans une entreprise, une expérimentation rapide, guidée par la donnée, eh bien, tu deviens complètement invincible et tu n'as plus qu'à créer un portfolio de business models différents autour de ton entreprise pour faire un nouvel Amazon. Voilà les trois bouquins que j'ai là en tête. Et ça sera tout pour le moment. C'est déjà vraiment très bien. Merci beaucoup. En plus, ça doit être des super. Enfin, il y en a un des trois que je connais, mais Ouais. LC Business, ouais, ça m'a l'air hyper intéressant. J'ai bien envie d'aller lire ça. Merci. Ouais, Et un dernier, c'est Human ouais. Machine, juste. Human Machine de Jean de la Roche-Brochard, qui est sympa aussi, qui court et concis, mais c'est sympa pour gagner en productivité. Carrément, avec plein de petits choses activables pour tester et améliorer son quotidien. Top. Et sur ce Bye. même sujet, d'ailleurs, il y a aussi un autre livre qui s'appelle La 25e heure. Voilà, pareil, je mettrai le lien sur Ok. avoir vraiment beaucoup de productivité, rajouter de la productivité dans son quotidien. Merci Camille. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais bon, écoute, on refera un podcast dans un an, s'il faut. D'ailleurs, ouais, ça peut être une de mes questions. Si on se revoit dans un an, tu pourras dire que cette année, elle est réussie. S'il se passe quoi en fait? C'est quoi votre gros objectif de l'année? Ouvrir notre CFA pour les jeunes, Mhm. que ce soit gratuit pour eux. Derrière, avoir développé un campus au Pays Basque Sud, à Saint-Sébastien, à Donostia. C'est les deux grands objectifs de cette année. Et peut-être un premier spin-off qui commence à décoller. Ok. Bon, ben. Si j'ai réussi ça, ça sera cool.
Alors pour tout ça, il faut suivre Camille sur les réseaux, il faut suivre Conquistador. Je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Il faut aussi dire que vous êtes hyper disponible avec la team Conquistador. Ouais. Sur votre site, il y a la possibilité de prendre directement rendez-vous avec vous via un Calendly pour discuter 15 minutes avec vous, voire plus. Le focus utilisateur, on n'a pas fait à moitié. Hein. Donc vraiment, toutes les personnes qui voudront échanger avec Camille et qui veulent en savoir plus, sachez qu'il est hyper ouvert à la discussion, comme vous l'avez vu avec cet épisode. Donc allez-y, foncez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Camille ? Dernier point, n'hésitez pas à me rentrer dedans. J'aime le débat. Ah ben oui, t'as vu que j'ai un peu essayé aujourd'hui quand même. C'est bien. Bon, ben top. Eh ben, ouais. Et puis tu seras le bienvenu du coup aussi, toi Guillaume, ici aux Pays-Bas. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez passer dans notre villa à Arbonne. Écrivez-moi sur LinkedIn ou à camille@conquistador.io. Il y a Conquistador, il y a un S à la fin. Et voilà, tout le monde est bienvenu pour passer ici et boire une bière ou un café. Moi, je préfère la bière. Tu le sais que j'ai bien hâte de venir voir ça de mes propres yeux. Eh ben, on te souhaite tout ce que tu as dit avant et en mieux même, j'ai envie de dire. Et puis, je te dis à très bientôt, Camille. Merci beaucoup pour ton temps. Mileshke Ranitz, merci beaucoup. Urte Berion, bonne année et Eta Ikusarte. Et à la prochaine. Salut Camille. Ciao, ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une faveur à vous demander. Faites découvrir ce podcast à une personne de votre entourage, un collègue, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui est curieux de la sphère startup. Voilà, c'est tout simple. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.